Je suis désolé, monsieur, mais suite à un changement d'équipement, nous avons dû réattribuer certains sièges. Votre nouvelle carte d'embarquement est pour le 32B. Siège du milieu, classe économique, a indiqué l'agent d'embarquement. Sa voix était un mélange parfaitement dosé d'excuses feintes et de rigueur bureaucratique. Le colonel retraité Henri Delmas, 85 ans, récipiendaire de la Légion d'honneur, baissa les yeux vers le papier fin qu'elle venait de lui tendre, puis leva son regard sur son billet initial, celui qu'il tenait précieusement depuis des mois. Il souffla doucement, sans hausser le ton. Il y a sûrement une erreur. Ce billet a été confirmé depuis janvier. L'agent haussa légèrement les épaules. Changement d'appareil, monsieur. Le 32B est votre siège assigné. 8 minutes plus tard, Henri Delmas était assis, le dos légèrement voûté, dans la cohue bruyante de la porte d'embarquement A17. Le monde tournait comme si de rien n'était. Il avait rangé soigneusement le billet de première dans la pochette intérieure de sa veste, comme un souvenir inutile. Ce voyage, pourtant, n'était pas un caprice. Il se rendait à Paris pour une cérémonie officielle au palais de l'Élysée, un hommage aux anciens combattants. Sa petite fille Camille, capitaine dans l'armée de terre, avait mis tous ses points de fidélité et une partie de ses économies pour lui offrir un billet en première. Elle savait qu'il souffrait du dos depuis l'Algérie, qu'il ne supportait plus les vols longs et serrés. Elle voulait qu'il voyage dignement, confortablement. Henri, discret, vêtu de son éternelle veste en tweed et d'une chemise bien repassée, ne cherchait ni privilège ni pitié. Son billet indiquait un mât. Il n'avait rien demandé d'autre. Mais lorsqu'il s'était présenté à l'embarquement, l'agent, une femme au badge marqué « Julie », au sourire crispé par l'usure, avait tapoté sur son clavier, fronçant les sourcils, avant d'imprimer sans un mot un nouveau billet. Classe économique. Siège du milieu. 32B. Lorsqu'il avait mentionné la Légion d'honneur son âge, sa mission officielle, elle avait simplement répondu « Je comprends, monsieur, mais nos règles sont basées sur les statuts fidélité et les billets payés plein tarif. Le vôtre a été émis avec des milles. » Henri n'avait pas insisté. Il connaissait ce regard-là, celui des gens trop habitués à des fils, des procédures, à des chiffres qui remplacent les visages. Il s'était assis en silence, observant les passagers passer devant lui, certains joyeux, d'autres pressés. Il se sentait invisible, comme souvent. Il avait connu des jours bien pires, bien plus sombres. Mais l'indifférence, parfois, pesait plus lourd que le feu ennemi. Il se rappela alors de la petite carte que Camille lui avait glissée dans son portefeuille. Une ligne directe, un service dédié pour les vétérans, dit-elle. Si quelque chose cloche, tu appelles ce numéro, papy. C'est un raccourci. Il avait souri, croyant au geste plus qu'à l'efficacité. Mais maintenant, il n'avait rien à perdre. Il sortit son téléphone, composa les chiffres. 2 sonneries. Une voix calme et claire répondit. « Service héros de l'Air France. Bonjour, ici Antoine. En quoi puis-je vous aider ?» Henri, d'un ton neutre, expliqua la situation. Son nom, son ancien grade, le billet en première confirmé, le changement d'équipement, la nouvelle affectation en 32B. Antoine ne le coupa pas. Il écouta, notait, tapait. « Colonel Delmas, pouvez-vous me confirmer votre numéro de réservation et votre porte d'embarquement ?»« A17, répondit-il. « Très bien. Ne quittez pas. » Henri attendit. 30 secondes. Le cliquetis lointain du clavier, puis un silence. Antoine revint. « Monsieur, je vous présente nos excuses les plus sincères. Ce traitement n'est pas conforme à nos protocoles pour les vétérans honorés en mission officielle. Restez à votre porte. Une action est en cours. » Quelqu'un va venir vous voir personnellement. Il raccrocha. Henri resta là, assis, un peu dubitatif. Il avait vu tant de promesses sans suite, mais il avait aussi appris à reconnaître une voix sincère. 7 minutes passèrent. Puis, d'un coup, le tumulte de la porte A17 changea de ton. Des têtes se tournèrent. 3 silhouettes apparurent, marchant à vive allure. En tête, un homme au costume bleu nuit, cravate défaite, front perlé de sueur. Michel Laroche, PDG d'Air France. Derrière lui, la directrice de l'expérience client et le chef de l'exploitation. Julie, l'agent d'embarquement, blêmi. Le rouge lui monta au visage si vite qu'elle sentit ses tempes pulser. Elle se redressa, confuse, réajustant mécaniquement son foulard d'un bleu Air France. Son regard sauta nerveusement d'un superviseur à un autre. Tous s'étaient figés, comme si le sol venait de s'ouvrir sous leurs pieds. Michel Laroche ne lui adressa pas un regard.
Son costume sombre, sa stature droite, imposaient un silence pesant autour de lui. Il balaya la salle du regard d'un homme habitué à diriger des crises à 10 000 mètres d'altitude. « Où est-il » demanda-t-il d'une voix neutre. « Où est le colonel Henri Delmas » Julie, tremblante, la gorge nouée, montra du doigt sans oser prononcer un mot. Ses mains, si sûres d'elle quelques minutes plus tôt, semblaient maintenant étrangères, glacées, incapables de saisir même un stylo. Elle sentit le regard des superviseurs sur sa nuque. Le poids du silence collectif lui écrasait les épaules. Là-bas, près de la baie vitrée, un vieil homme se tenait assis, seul, sa valise à ses pieds, droit malgré les années. Il n'avait pas bougé, comme s'il attendait, comme s'il avait su que la dignité ne criait jamais. Son manteau beige était impeccablement boutonné, ses chaussures parfaitement cirées, et son regard tourné vers les pistes, comme s'il cherchait dans le ciel un souvenir plus grand que ce terminal. Autour de lui, les sièges étaient vides, comme si même les objets s'étaient écartés, laissant un périmètre sacré. Ce n'était pas un homme ordinaire qu'on avait relégué au bord de la baie vitrée. C'était un monument vivant que l'on avait ignoré. Laroche s'approcha à grands pas, son pas vif, tranchant dans le silence du hall, comme une lame nette dans du verre ancien. Chaque talon martelait le sol avec autorité, écho d'une décision irrévocable. On entendait presque le froissement de son costume à chaque enjambée, tant le silence était dense. Il ne regardait ni à gauche ni à droite, entièrement focalisé sur la silhouette droite près de la baie vitrée. À chaque pas, il s'approchait non seulement d'un homme, mais d'un moment d'histoire qu'on avait failli rater. À mesure qu'il avançait, les employés s'écartaient instinctivement, comme s'ils avaient été tirés en arrière par une force invisible. Même ceux qui ne connaissaient pas son visage comprenaient qu'il ne s'agissait pas d'un cadre ordinaire. C'était un homme venu répondre de toute une institution. Une secrétaire de direction glissa derrière une porte vitrée, comme pour s'effacer. Un cadre supérieur suspendit son appel téléphonique, le combiné encore à l'oreille, figé comme une statue. La tension était palpable, presque électrique. Elle vibrait dans les néons, faisait trembler les gobelets de café sur les comptoirs. C'était une tension faite de honte collective et d'espoir secret. Honte d'avoir assisté sans rien dire. Espoir que quelque chose soit réparé, même partiellement, même tardivement. Un agent de sécurité s'immobilisa, bouche entr'ouverte, la main encore posée sur sa radio. Il n'osait plus parler, figé par la soudaineté du basculement. Un technicien de piste, casque en main, resta figé au milieu d'un couloir, incapable de détourner le regard. Le badge autour de son cou vibrait légèrement sous la climatisation, mais lui ne bougeait pas. Une hôtesse en formation, jusqu'alors affairée à distribuer des documents, laissa tomber son livret au sol. Les passagers, d'abord intrigués par le remue-ménage, commencèrent à sortir leur téléphone. Les écrans se levèrent dans un synchronisme troublant, captant chaque mouvement du grand dirigeant en costume sombre traversant le hall comme un général en terrain conquis. Une femme d'un certain âge, assise près des départs, chuchota à sa voisine avec un souffle à peine audible. « Mais c'est... le président d'Air France ?» L'information se répandit en vagues discrètes, glissant d'un siège à l'autre, éveillant l'attention de chacun comme une rumeur précieuse. Un adolescent s'exclama à voix basse. « C'est lui, j'ai vu sa photo dans le Figaro la semaine dernière. » Une mère fit signe à ses enfants de faire silence. Même les plus jeunes comprenaient que quelque chose d'important est en train de se jouer. Pendant ce temps, Henri se leva lentement, avec une noblesse tranquille. Il céda de sa canne, non par faiblesse, mais par habitude, comme on brandit un symbole de persévérance plus que de fragilité. Sa veste de toile était impeccable, sa chemise repassée, son insigne discret mais brillant. Il ne semblait ni impressionné, ni amer, juste fatigué, mais droit, toujours droit. Les deux hommes se faisaient désormais face. Le silence entre eux était si dense qu'on aurait cru le temps suspendu, comme si le monde retenait son souffle pour ce court instant de vérité. « Monsieur le colonel » dit Laroche, s'arrêtant à quelques pas. Il inclina légèrement la tête, un geste de respect que peu avaient vu de sa part. Même dans les sommets diplomatiques, il n'inclinait jamais ainsi. C'était plus qu'un geste professionnel. C'était une reconnaissance silencieuse. « Je suis Michel Laroche, président d'Air France. » Il marqua une pause, le regard franc.
Je suis ici pour vous présenter nos excuses les plus profondes. Ce qui s'est passé aujourd'hui est inadmissible. Henri le regarda calmement. Derrière ses lunettes à monture fine, ses yeux étaient clairs, lucides, ancrés. Il ne dit rien pendant quelques secondes, laissant le poids du silence remplir la pièce. Puis, d'une voix égale, il répondit « Ce n'est pas le siège qui m'a blessé, c'est le mépris. » Une vague de murmures balaya la salle. Julie baissa la tête. Un agent au fond retira discrètement son badge, comme si la honte le traversait lui aussi. Laroche hocha la tête, les mâchoires serrées. Il ne chercha pas à se défendre. « Je comprends, » dit-il enfin. « Et je vous promets que cela ne se reproduira plus. Votre vol vers Paris sera maintenu à la porte. Vous serez replacé en 1A comme prévu. » Il se tourna brièvement vers l'agent de piste, puis revint vers Henri. « Si cela implique que moi-même je prenne le train pour rentrer à Paris, qu'il en soit ainsi. » Les murmures s'arrêtèrent. Même les haut-parleurs se turent un instant, comme pour ne pas interrompre ce moment. « Et ce n'est pas tout, » ajouta Laroche, sa voix désormais plus basse, presque intime. « Tous vos futurs voyages avec nous, vous et votre petite fille, seront offerts avec le plus haut niveau de service. » Il inspira, comme s'il savait que rien de ce qu'il pouvait offrir ne suffirait vraiment. « C'est le strict minimum que nous puissions faire. » La salle observait. Les murmures se propageaient. Julie semblait sur le point de s'effondrer. Derrière, la directrice chuchotait furieusement à un responsable local. Henri inclina légèrement la tête. « Merci, monsieur Laroche. Mais ce que je veux vraiment, c'est que le prochain vétéran traité ainsi n'ait pas besoin de faire un appel. » Laroche répondit sans hésiter. « Le protocole d'Elma entre en vigueur dès ce soir. » Henri fut escorté jusqu'à l'avion par un officier de liaison. Lorsqu'il s'installa en 1A, les passagers déjà assis se redressèrent instinctivement. Un jeune steward lui souhaita bonne cérémonie. Henri sourit. Ce n'était pas le luxe, c'était le respect retrouvé. À Paris, il arriva reposé, digne. Il n'évoqua pas l'incident à Camille, préférant la voir sourire en l'attendant à Orly. Mais elle apprit rapidement, par ses contacts dans l'armée, ce qui s'était passé. « Papy ? Tu vas bien ? J'ai entendu des choses étranges à propos de ton vol. » Henri rit doucement, tentant d'alléger le poids de ses souvenirs. « Juste quelques turbulences à l'aéroport, ma chérie. Rien qu'un coup de téléphone n'ait pu régler. » Mais derrière son sourire, Camille vit la fatigue ancienne, la tristesse contenue. Il n'en parla pas davantage ce soir-là. Ils dînèrent simplement, comme toujours, en silence, entre deux générations qui s'aimaient sans toujours se comprendre. Henri savait ce qu'elle apprendrait tôt ou tard, et elle savait qu'il lui faudrait du temps pour tout entendre. L'affaire fit rapidement le tour des réseaux. Une vidéo discrètement filmée par un passager, publiée sans commentaire, fit l'effet d'un choc. On y voyait Henri, confus mais digne, debout face à une agente inflexible. Et puis, plus tard, le PDG d'Air France, en costume sombre, serrant la main d'Henri sur le tarmac, au pied d'un jet privé. Une image rare. Un symbole. Le pays découvrit alors ce qu'il avait failli piétiner. Un vétéran décoré, rescapé de l'Indochine et de l'Algérie, oublié par les protocoles modernes, humilié par une mécanique sans âme. Le protocole d'Elmath fut instauré dans la semaine. Toute requête d'un ancien combattant devait désormais être prise en charge en urgence, avec respect, au plus haut niveau. Julie, l'agente qui avait refusé de l'écouter, fut déplacée à un poste administratif. Aucun blâme officiel, mais un transfert significatif. Son collègue, en revanche, celui qui avait tenté d'intercéder calmement, fut salué publiquement pour son éthique. Des affiches internes, des formations. L'écoute comme premier devoir, disait désormais un poste affiché dans toutes les salles de repos des aéroports français. Mais ce que retinrent surtout les gens, c'était l'image d'un homme simple, droit, qui avait tenu bon sans hausser le ton, qui n'avait pas crié, ni accusé, ni exigé, et celle d'une réponse rapide, humaine, qui rappelait que parfois l'honneur peut encore réécrire le manuel. Henri reçut des centaines de lettres, d'écoliers, de jeunes soldats, de collègues de guerre, d'inconnus. Certains y voyaient le retour d'un peu de justice, d'autres une leçon. Pendant des jours, Camille l'aida à répondre. Mais Henri n'aimait pas parler de lui. Ce qu'il voulait, c'était que cette histoire ne serve pas à sa gloire personnelle, mais à protéger ceux qui n'auraient pas la force de répondre calmement. Ceux qu'on aurait écrasés sans qu'un PDG ne lève le petit doigt.
Il fut invité à l'Élysée. Refusa poliment. Invité à plusieurs plateaux télé. Refusa tout aussi fermement. Je ne suis pas une cause médiatique. Je suis un vieil homme à qui l'on doit un minimum de respect. Voilà tout. Pourtant, il accepta une chose, parler à une classe de lycéens, à Argenteuil. Camille, ému, l'y accompagna. Il parla simplement, d'amitié, de perte, de silence, d'honneur. Les élèves ne bougèrent pas, suspendus à sa voix. Il termina par ces mots. « Vous vivez libre parce que d'autres ont porté la peur à votre place. N'oubliez jamais cela. » L'année suivante, le lycée lança le prix Henri Delma, remis à un élève ayant fait preuve d'un acte de courage discret et digne. Une façon de prolonger l'héritage. Henri, lui, continua sa vie paisible. Le jardin, les livres et les promenades avec Camille. Jusqu'à ce matin d'avril. Camille le trouva dans sa chaise, sous le vieux platane qu'il aimait tant, le courrier du jour à ses pieds, un petit sourire sur ses lèvres. Le soleil jouait dans ses cheveux blancs, et dans sa main droite, fermait doucement, un bout de papier. C'était une lettre, arrivée la veille, écrite à la main, d'un garçon nommé Mehdi, 17 ans, ancien élève du lycée d'Argenteuil. « Monsieur Delma, grâce à vous, j'ai su que rester debout pouvait se faire sans crier, que le silence peut avoir plus de poids que 1000 colères. J'ai empêché un camarade d'être renvoyé injustement. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je voulais que vous le sachiez. » Henri était parti en paix. À ses obsèques, des centaines de personnes vinrent, anciens camarades, pilotes, écoliers. Un ministre, discret au fond. Camille prononça quelques mots, et puis un silence, long, profond. Pas un silence vide, un silence plein de respect. Car le respect, le vrai, ne se mesure pas en statut fidélité, mais en reconnaissance de ce que certains ont donné pour tous. Et parfois ce respect naît d'un refus poli, d'un homme fatigué qui tient bon simplement jusqu'à la fin.